Agent secret, mais il ne faut pas le dire, est peut-être déjà parmi nous. À découvrir, il est caché quelque part. Le jeune homme avec l'appareil photo et la chemise à Ouais, carreaux. je pense que c'est Cédric. Retire ton masque, Cédric, s'il te plaît. Je pense que c'est Cédric Banel qui est là-bas. Donc non, Cédric arrive. Je sais que vous êtes toutes et tous là pour lui. On l'entendra, il va venir en hélico, il va se poser le lapin normalement. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer. Alors, je sais qu'il y a encore des personnes qui doivent arriver, mais c'est vrai que 17h30, des fois, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde d'être là à l'heure. Cédric Banel nous rejoindra dans quelques instants. Je vais présenter avec Sophie ce soir rapidement les auteurs, donc qui nous ont fait vraiment l'immense plaisir d'être là avec nous. Alors, il y a Mathieu Le Cerf qui est revenu pour une nouvelle année. Et puis, ce soir, on accueille Olivier Bal, Patricia Delahaye et donc Cédric Banel. On va commencer par. On l'accueille moyen, Cédric Banel. On va commencer par Patricia Delahaye. Donc, dans la vie, vous êtes coach de vie, journaliste, écrivaine, diplômée en cinéma en sciences humaines. D'ailleurs, Ces amours qui nous font mal est un roman, un best-seller donc sur les relations humaines. Et La Faussaire est votre premier roman. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement ? La Faussaire s'est inspirée d'un fait divers qui m'a passionnée. Ça y est, un fait divers. Ah. Ça va être très difficile, je pense. Ouais. Bon, un fait divers qui a défrayé la chronique en France, puisque c'était le jugement était absolument inédit et a marqué l'histoire de la justice française. Alors, c'est une histoire de manipulation. Comment faire pour ne pas dévoiler l'intrigue. Enfin, c'est l'histoire, en tout cas, d'un homme parfait. Il est médecin généraliste en Beauce. Vous ennuyez déjà, les garçons ? Il est médecin généraliste, il est marié, père de famille, il a le plus gros cabinet de je ne sais plus où, et il passe une femme absolument magnifique. Voilà. Il faut que j'en dise plus. Sans trop en dévoiler. Ouais. Ouais. Il arrive cette femme magnifique. Alors qui est mariée évidemment. Alors on peut se dire le trio classique, le mari, l'amant et la femme fatale. Mais en fait l'histoire qui va suivre n'est pas du tout classique, puisque en effet il va y avoir un crime, mais pas du tout pour les raisons qu'on imagine. Voilà, c'est mieux. Hein ? Je vous donne envie ? Et on en découvrira un petit peu plus juste après, tout au cours de la rencontre. Bon. On passe maintenant à Olivier Bal, auteur de 7 romans. Donc vous avez été journaliste... J'en ai écrit 4 en fait, et les 3 autres par un autre. Vous avez été journaliste pendant plus de 15 ans. Vous avez été rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine jusqu'en février 2017. Bonsoir. Et c'est à ce moment-là que vous vous consacrez pleinement à l'écriture. Vous avez eu de nombreux prix qui ont d'ailleurs confirmé votre talent pour l'écriture de polar. Vous les avez achetés. Alors il y a le prix entre autres, Géant du Polar et Ligue de l'Imaginaire, hein, c'est ça. Et donc aujourd'hui vous êtes ici alors pour bien sûr tous vos romans, mais surtout pour le grand format Roche de sang et Le Poche, Méfiez-vous des anges. Est-ce que vous pouvez également nous en parler un petit peu ? Bonsoir. Oui, très belle couve. Je parle de Méfiez-vous des anges et de Roche de sang. Ça va être compliqué. Donc 2 livres dans des ambiances assez différentes. C'est chaotique cette table ronde. Je suis désolé. Hein. C'est pas tout le temps comme ça. Rassurez-vous. Normalement, une table ronde avec des auteurs, c'est littéraire. On parle vraiment. On va au fond des choses. Là, on a des énergumènes qui sont un petit peu pas très concentrés. Donc, alors, Méfiez-vous des anges d'abord. Méfiez-vous des anges. C'est un livre. Ouais, ça va être long. C'est un livre qui vous entraîne à Los Angeles. C'est un roman autour de l'emprise, de l'endoctrinement. Moi, j'ai passé un an et demi à me renseigner sur le sujet des sectes. Et donc, c'est un roman qui va comme ça vous entraîner sur la piste d'une secte, vous faire finalement vivre de l'intérieur, vous infiltrer au cœur d'une secte américaine. Et évidemment, ça reste un thriller. Donc, en parallèle, une enquête dans le cœur d'une Los Angeles un peu crépusculaire.
Et ce roman clôt quelque part une trilogie américaine, ce qui fait beaucoup marrer Mathieu Le Cerf quand il m'entend dire ça, parce que c'est vrai que c'est très prétentieux la trilogie américaine. Mais j'ai écrit 3 livres qui se passaient aux États-Unis avec un personnage récurrent, et Méfiez-vous des anges clôt cette aventure. Et une nouvelle commence avec Roche de sang. Oh, en fait, il fallait que je mette le micro comme ça. Bonsoir. Et Roche de sang, un roman indépendant. Mon premier roman en France et en Europe, il n'a pas lu, évidemment. Et qui est en effet un roman qui me tient très à cœur parce que j'y parle de choses qui me touchent. Alors qu'avant, je m'en moquais un peu quand j'écrivais des livres. Et là, on est sur un thriller avec 2 temporalités, 2 enquêtes, 2 histoires en parallèle. Une en 2019, où vous partez aux côtés de Mary Jansen, qui est agent d'Europol, qui va traquer la piste d'un tueur à travers l'Europe. Une piste qui va sans cesse la ramener vers la Corse. Et en parallèle, donc un chapitre sur 2, vous partez en Corse dans les années 90 à la rencontre de 2 frères, les frères Biasini, qui ont décidé sur un été de monter donc ce sont des brigands et des bandits qui vont monter des brigands, ça fait un peu vieillot, mais j'aime bien, des voyous. Qui ont décidé de monter sur un été des braquages de yachts de milliardaires. Ils vont découvrir quelque chose dans une soute d'un de ces yachts qui va changer leur vie à jamais. Donc c'est un roman sur la rédemption, sur le temps qui passe, c'est un roman sur l'amitié, et c'est une déclaration d'amour à la Corse, qui est une île que j'aime de tout mon cœur. Donc c'est un roman très très personnel, contrairement au livre de Mathieu Le Cerf. Alors justement, Mathieu Le Cerf qui nous fait le plaisir de revenir cette année à nouveau pour le plateau polar en partenariat avec les éditions Pocket. Donc Mathieu, pour résumer, diplômé d'école de cinéma, tu as réalisé des courts-métrages, des documentaires. La part du démon, c'était ton premier roman, c'était le début d'une trilogie qui a d'ailleurs eu le prix des Nouvelles Voix polar l'année dernière, le prix Bête Noire également. Et donc, la trilogie, est-ce que tu peux nous en parler ? Je vais faire court. C'est une trilogie. C'est du thriller psychologique. On est avec 3 personnages. 2 personnages de flics, Manuel de Almeida et Esperanza Doloria, qui est une jeune bleue. Dans le premier, La part du démon, elle sort de l'école de police et c'est sa première enquête. Manuel de Almeida, c'est son partenaire. Et Christian de Almeida, qui est le frère de Manuel, est journaliste. Et tous les 3 vont enquêter sur 3 intrigues. Chaque livre est indépendant au niveau de l'intrigue, mais c'est une vraie trilogie dans le sens où on est avec les 3 mêmes personnages, qu'on évolue avec eux, que c'est très centré sur l'humain, sur l'intime, sur leur vie personnelle. Leur vie personnelle est même plus importante quelque part que l'intrigue et que les affaires sur lesquelles ils travaillent, même si voilà, c'est un page turner, on a envie de savoir ce qui se passe et que j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'intrigue. Moi, c'est les personnages qui m'intéressent, c'est le côté humain, c'est l'émotion qui se dégage de la lecture. Et donc voilà, j'ai ces 3 personnages que je fais évoluer sur... Voilà, il y a beaucoup de flashbacks, on connaît beaucoup leur passé. Je les fais évoluer sur une vingtaine d'années. Et voilà, c'est 3 livres qui sont très personnels parce que j'y ai mis beaucoup de moi. J'ai un alter ego parmi eux. Et voilà. Et le dernier livre qui est sorti il y a un mois chez Robert Laffont, La mort dans l'âme, clôt la trilogie. Et quelque part répond à toutes les questions que j'ai soulevées à travers les 2 premiers livres. Et voilà, la boucle est bouclée. On a les réponses à toutes nos questions, et notamment sur le fil rouge de la trilogie, qui est la quête d'un tueur en série qui s'appelle Urizen, qui tue à Paris depuis une trentaine d'années, qui vient faire des salves meurtrières tous les 10 ans. Et voilà, le dossier est rouvert dans le dernier roman. Et l'horreur, quelque part, de la traque de ce tueur, qui est vraiment terrible, est contrebalancée avec une histoire d'amour qui est voilà, très dans l'émotion. Et puis voilà, quoi. Il est sorti il y a un mois, l'accueil qui a été fait par les lecteurs est fantastique. Voilà, je suis ravi. Merci beaucoup. On va vous poser des questions. Merci beaucoup pour cette belle présentation de vos œuvres. On va poser quelques questions. On vous laissera également la parole si vous avez des questions à poser. On va commencer. Peut-être Patricia en première. Alors, une question qui semble tout à fait évidente, parce que voilà, il y a plusieurs sortes de littérature. Pourquoi avoir décidé justement de faire dans la littérature, dans l'écriture du policier ?
Alors, moi c'est pas vraiment un roman policier, c'est un roman psychologique. Il y a très peu de sang, il n'y a pas d'enquête non plus, puisqu'on sait à peu près dès le départ ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir comment un homme qui a des valeurs, comme on dit aujourd'hui, qui semble très moral et qui est très dévoué à ses patients et tout ça, peut se déconstruire au point d'en arriver, alors je vous le dis puisque c'est dit dans le début du roman, peut en arriver à tuer quelqu'un. Pour moi, c'était incroyable de se déjuger à ce point-là, enfin d'arriver à commettre quelque chose qui nous ressemble pas du tout. Et moi, ça m'interroge. Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais fait pendant la guerre? Est-ce que je suis si gentille que ça? Enfin, vous voyez. Et à travers ce personnage, je m'interrogeais là-dessus. Et alors, pourquoi le roman noir? C'est la question que vous avez. Pourquoi le roman noir? Parce que c'est passionnant. Ça donne quand même les meilleures histoires du monde. Il y a une intrigue. On a envie de tourner la page. Il y a des personnages qui sont forcément très très forts. Sinon, on s'intéresse pas à eux. Et puis, il y a un dénouement inattendu. Alors, franchement, quoi d'autre? Quoi d'autre que le roman noir? Mais alors, ce que j'aime aussi, moi, dans le roman noir, c'est que c'est un peu la caricature des sentiments humains. C'est-à-dire, on grossit le trait. Et puis, moi, j'aime bien mettre en contrepoint des personnalités absolument adorables. Mais vraiment, pas caricaturales, mais ça nous montre qu'avec un petit geste comme ça, sympa, du genre, tu m'écoutes, on peut... on peut faire beaucoup de bien aussi avec des tout petits gestes, en étant n'importe qui, même des gens tout à fait humbles, tout ça. Donc, mes héros, qui sont un peu sombres, je dois dire, sont entourés de gens chaleureux que j'adore. Voilà. Et donc, pareil pour Mathieu, parce que voilà, après le choix. C'était le choix du roman noir. Pourquoi le parc Astérix? Je suis plus Euro Disney. On dit plus Euro Disney d'ailleurs, je suis trop vieux. En fait, le genre, c'est quelque part imposé à moi. Je me suis pas dit, je vais écrire du polar ou du thriller. C'est par rapport en fait à ce que je voulais raconter. C'est ça qui a guidé le genre vers lequel j'allais me tourner, et par rapport à mes personnages, par rapport aux thématiques que je voulais soulever. Qui sont des thématiques qui se prêtaient bien au genre noir, comme les viols d'enfants, comme les enlèvements, comme des meurtres sordides. J'ai trouvé que le roman noir était plus à même comme genre pour créer un cadre pour mes histoires. Mais j'espère être amené à écrire dans d'autres domaines, de la blanche, de la poésie, pourquoi pas de la romance, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cette trilogie-là, c'était le roman noir qui se prêtait le mieux à ce que je voulais raconter. Donc c'est pas un choix délibéré, c'est par rapport au sujet que je traitais, le genre s'est imposé. Mais je regrette pas du tout. J'adore la littérature noire, j'adore les auteurs de romans noirs. On est une petite communauté soudée et assez sympathique, hormis mon camarade à droite. Mais sinon, ça se passe très bien et je suis ravi de faire partie de cette grande famille du noir. Quel lèche-botte. Alors, pourquoi le roman noir? Moi, je trouve ce qui est intéressant avec le roman noir, ça va être compliqué d'enchaîner après mes camarades et qui ont tout dit. Je pense que le roman noir permet toutes les libertés, en fait. C'est un genre qui est tellement ouvert. Et c'est la force aussi justement de cette table ronde avec Cédric Banel, qui n'est pas là mais qui arrive. Non, mais c'est regardez, on est 4 auteurs avec des univers radicalement différents, des couleurs, des ambiances, des thématiques. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est que en fait, pourquoi aller chercher ailleurs alors que le roman noir permet tout. Enfin, le roman noir, le polar, le thriller, on va prendre ça comme une sorte de grand blob littéraire. Je trouve que c'est cette liberté d'aller chercher des thématiques, des personnages, des univers, des histoires qui sont différents. Moi, j'ai l'impression à chaque livre d'essayer de me réinventer tout en restant dans le noir. Alors, le noir, pourquoi? Parce que peut-être qu'on a cette envie de toutes et tous d'aller creuser dans la noirceur humaine et nous interroger nous-mêmes sur ce qui fait de nous des humains dans notre noirceur, mais aussi dans notre lumière. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que on retient souvent le côté sombre de nos bouquins, mais je pense qu'on a toujours des petites parenthèses de lumière dans nos livres, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a justement des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont donné goût de l'écriture? Je reprends et comme ça. Oui, oui, voilà. Allez, c'est parti. Je fais court. Des auteurs, oui, il y en a trop, donc du coup, ça serait compliqué de répondre. Mais on va rester dans l'univers du polar et du thriller. Je dirais, moi, j'ai vraiment été marqué d'abord par des auteurs anglo-saxons, donc James Ellroy, James Lee Burke, Donald Westlake, Dennis Lehane. Et ensuite, ça a été vraiment cette ouverture d'esprit que m'ont offert des auteurs comme Franck Tillier. Je me rappelle avoir lu Vertige de Franck Tillier et Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger et m'a dit « Ah, c'est possible ». En fait, je lisais jusqu'alors des thrillers américains ou anglo-saxons et jamais, en fait, je m'étais dit « On peut y arriver, nous, Français ». Et grâce à Franck, grâce à Jean-Christophe, grâce à Bernard et à d'autres, et Maxime Chatham, Bernard Minier. Non, mais je me suis dit, on peut nous aussi raconter des histoires qui n'ont pas peur d'aller dans une forme de rythme, de mécanique, qui n'ont pas peur d'aller chercher des sujets différents. Et je crois que ça a été, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été vraiment, moi, quelque chose qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a dit, ok, tu peux peut-être t'y mettre aussi. Voilà. Je suis pas un très grand lecteur de littérature noire, donc il n'y a pas spécialement de plumes de littérature noire qui m'inspirait. Moi, les premiers auteurs que j'ai adorés à l'adolescence, c'était Milan Kundera, que je vénère. C'est Vladimir Nabokov. J'adore Ada ou l'ardeur de Nabokov. J'adore. Après, j'aime beaucoup aussi la littérature anglo-saxonne contemporaine. Hubert Selby Jr., Bret Easton Ellis, Charles Bukowski, qui écrivait vraiment voilà, un langage parlé qui traitait de sujets du quotidien avec des mots très crus. Et moi, ça me parlait vraiment que la littérature puisse dévier comme ça vers quelque chose, quelque part, de populaire avec un langage presque très chartier, quoi. Et voilà, après en littérature noire, l'incontournable, pour moi, celui qui m'a fait quelque part aller vers la lecture de polar, c'était Stieg Larsson avec sa trilogie Millennium au début des années 2000. Voilà, après j'adore aussi Dennis Lehane, j'adore Shutter Island, je trouve que c'est le thriller parfait. Voilà, après en français, ouais, aujourd'hui, je trouve que dans la littérature en général, c'est vraiment dans le noir qu'on a les plumes les plus intéressantes, les plus avant-gardistes, celles qui tentent des choses et qui écrivent vraiment bien. Ouais, on peut en citer plein. Hein. Tu parles de Franck, il y a Henri Lovenbruck, il y a Karine Gibel, mes camarades ici présents. Voilà. Mais non, encore une fois, je suis pas. J'aime la littérature noire, mais c'est vrai que si je devais citer des auteurs phares, ce serait plus des auteurs de littérature blanche. C'est avec eux que j'ai grandi. Voilà. Alors, ouais, moi, c'est un peu pareil. Si je vous cite, un de mes romans préférés, c'est Emma Bovary. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mort, de l'agonie. De l'agonie d'Emma, mais c'est horriblement sanglant. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je pense que pour le vendre, on le mettrait dans les polars. Il y a aussi, je sais pas, la mort d'Ivan Ilitch, je sais pas, de Tolstoï, je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, quand il agonise, c'est vraiment le contraire du feel-good. Eh ben, j'aime bien le noir et je trouve qu'il pourrait figurer dans la littérature noire. Et puis, dans les auteurs contemporains, j'aime énormément Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, où les enfants sont rois. Ah, pardon. Bonjour. Ah non, bah alors, je suis en pleine discussion là. Bonjour. Bon, alors, je termine juste que donc toute cette littérature-là, moi j'aime bien traiter un thème justement comme la manipulation à travers une histoire ou comme dans le prochain, je vais parler de pédocriminalité, mais au sens large. Et n'oubliez pas que les femmes écrivent de très bons polars. C'est pour ça que nous avons créé un collectif qui s'appelle les Louves du polar. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi aux États-Unis, en Angleterre ou dans les pays du Nord, les femmes auteurs de polars sont très appréciées et en France, non. Donc pour se faire connaître,
pour qu'on nous connaisse, on a créé les Louves du Polar. Donc Magali Collet, je vous prie de l'applaudir, fait partie. Bravo Magali. Et moi-même, et 35 autres femmes pour se faire connaître un peu plus. Maintenant, je passe la parole. Je tiens à dire que les camarades d'auteurs soutiennent. Absolument. Ils nous soutiennent et il n'y a aucun, je veux dire, c'est juste pour se faire connaître. Il n'y a pas de polar féminin est meilleur. Ben voilà. Bah, d'abord, excusez-moi d'être en retard, merci. J'arrive d'assez loin, j'arrive de Bretagne, donc ça a été un peu compliqué pour venir. Mais je suis content d'être avec vous. Alors, comme vos camarades, on va vous présenter et on va vous demander de faire un petit résumé de votre parcours. Donc, Cédric Banel, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes entrepreneur sportif, vous avez une carrière de sportif et vous êtes surtout un écrivain aux multiples vies, puisque vous avez un parcours quand même assez atypique. Vos polars sont entre la fiction et la réalité et ils tendent plus même vers l'espionnage. Vous avez eu de nombreux prix littéraires, Maison de la Presse, Grand Prix, meilleur polar des lecteurs de points. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour le grand format, donc Les Fantômes de Kiev, et le format poche, L'Espion français. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah oui, merci. Donc Les Fantômes de Kiev, c'est un livre qui se déroule en Ukraine. Donc l'idée, c'est que je pars d'une réalité qui est à côté de la vraie guerre. Il y a une guerre secrète qui se déroule par définition de manière confidentielle. Et dans ce livre, Poutine essaye de punir la France et les Occidentaux de leur soutien à l'Ukraine. Et pour ça, il va demander à ses services secrets de voler des missiles antiaériens qu'on a livrés aux Ukrainiens, de les voler évidemment secrètement. Et du coup, une fois qu'il les a volés, il va essayer de les livrer à des groupes islamistes pour faire exploser des avions en France. Donc c'est l'histoire du livre. Merci beaucoup. Et qui se déroule... Excuse-moi, Cédric, est-ce qu'on peut remettre un petit peu de village? Parce que le sang-froid de Cédric est quand même impressionnant. C'est que du coca, c'est pas grave. Je t'en prie. Voilà, et donc le livre se passe en Roumanie et en Ukraine, où je suis allé il y a quelques mois déjà après la guerre pour voir un peu ce qui se passait. Et donc c'est un peu une plongée dans la guerre entre services spéciaux russes et occidentaux. Merci. Voilà. Alors, faut qu'on vous prévienne, ils sont un petit peu dissipés. Donc voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Alors, on va reposer la question qu'on vient juste de vous poser pour Cédric. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué et qui vous ont donné justement le goût de l'écriture? Oui, l'auteur qui m'a le plus marqué, ce sont les premiers livres de Ken Follett, quand il n'était pas encore dans le polar historique ou dans le livre historique, notamment un de ses livres qui s'appelait L'arme à l'œil, qui pour moi est le plus grand roman d'espionnage qui ait jamais été écrit. Il y a un auteur aussi qui s'appelle Herb Lieberman, qui a écrit beaucoup de livres, qui est pas tellement connu, mais qui est pour moi le summum de la littérature policière. C'est un livre qu'il ne faut pas lire quand on est auteur, parce que quand on sort de la lecture, on se sent assez minable. Voilà. Et puis il y a toute la littérature que vous connaissez, les Forsyth et autres. Mais je dirais que les deux premiers sont pour moi vraiment au-dessus des autres. Et alors justement, d'où viennent vos sources d'inspiration? Alors, moi, j'ai été diplomate quelques années. J'ai travaillé dans l'administration aux sanctions financières contre l'Irak et la Libye. Donc ça m'a donné la possibilité de parler à beaucoup de gens et de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les services de l'État. Voilà, et d'avoir une petite vision, on va dire, des sujets internationaux. Donc c'est ça qui m'a donné un peu l'envie de faire des polars qui soient un peu plus internationaux. Et pour vous, Patricia, alors vous, La Faussaire, c'est sur un fait divers, mais justement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur cette thématique-là? Sur la manipulation, en fait, j'étais journaliste dans des sujets société pour les magazines féminins, le couple, la famille. Donc, j'ai vraiment exploré l'intime. Et pour les nombreux livres que j'ai écrits, puisque j'en ai écrit 23 maintenant, 23 livres sur les relations humaines, j'ai énormément interviewé, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens et je leur ai posé des questions sur ce qu'ils vivaient, sur leur vie intime. Et ça m'a donné envie d'écrire vraiment sur nos vies. Et puis, je trouve que le sociologique et le psychologique sont très liés. Par exemple, La Faussaire se déroule sur 20 ans.
Et entre les deux Coupes du Monde de football où la France a été vainqueur. Et c'est incroyable ce que ça a changé en 20 ans. Donc à partir de 98, on a commencé à s'informatiser, à se dématérialiser. Mais même les relations au travail ont changé. Par exemple, le médecin qui est mon héros a une secrétaire. Et elle commence par être une secrétaire, une collaboratrice très très proche, très, très complice avec son patron. Mais c'est quand même un patron. Et elle finit dans un cabinet médical où tout le monde se tutoie, où on prend un pot le vendredi soir, mais c'est plus du tout les mêmes relations, quoi. Donc ça m'intéresse, moi, d'analyser les relations humaines et de les mettre dans leur contexte sociologique assez proche, quoi. Voilà. Et la manipulation, parce que j'ai écrit sur la manipulation des essais, donc je connais bien. Pour Mathieu. Merci. Les sources d'inspiration. Oh là là, je sais pas. C'est toute la magie de l'auteur, j'ai envie de dire. Je sais pas, je parle de choses qui me touchent, de choses personnelles, de ma vie. Et on cache tout ça dans une intrigue, mais on n'invente rien. Si ce n'est l'intrigue pour qu'on ait envie de tourner les pages, mais sur le fond, je parle de choses que j'ai connues ou de choses qui me touchent. Et c'est comme ça, je pense que on crée l'émotion aussi chez le lecteur. On sait quand on parle d'émotions qu'on connaît, d'émotions qu'on a vécues, on en parle d'une façon vraie. Et donc c'est ça aussi qui fait que je pense que les lecteurs sont touchés. C'est que les personnages sont réalistes et voilà. Après l'inspiration, c'est la magie. Quand on est devant son écran, on sait quelle scène on va écrire aujourd'hui, mais on ne sait pas sous quelle forme. C'est comme quand on a envie de partir à Marseille. Est-ce qu'on y va en train, en avion, en voiture, quelle route on prend? C'est la magie de l'inspiration. On est dans un état second et puis l'inconscient parle. Après, il n'y a rien en soi qui m'inspire, si ce n'est les gens. Je retiens la parabole de Marseille. Je pense qu'on pourra la mettre en épitaphe sur ta tombe. C'est quand même magnifique. La source d'inspiration, oui, moi je pense que c'est déjà... à mon niveau, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes nos petites cuisines et on fait tous les choses un peu différemment, mais on a tous des points communs. Je pense qu'il y a une forme de sincérité qu'on a peut-être tous, c'est cette envie. On est tous vrais dans ce qu'on essaie de raconter. Moi, c'est une thématique qui va me porter. Je sais que en tant qu'auteur, je vais passer un an et demi avec un sujet. Donc, il faut que la thématique me porte, que je sois intéressé, interpellé, que moi, en tant qu'auteur, j'apprenne quelque chose. Je vais découvrir un sujet. Donc là, on parlait de Méfiez-vous des anges, c'est les sectes. Donc, je vais m'immerger dans ce sujet, vraiment essayer d'aller chercher cette empathie, comprendre le fonctionnement d'une secte, mais du point de vue humain. Dans Roche de sang, c'est encore autre chose, puisque là, on parle peut-être plus d'une sorte de saga familiale avec comment on peut se construire. C'est terrible de parler à côté de Mathieu Le Serre, je tiens à vous le dire. C'est comme si on avait l'oreillette avec des commentaires horribles. Roche de sang, pour moi, voilà, c'est une saga familiale. C'est comment on se construit dans l'ombre d'un ogre, comment on peut devenir quelqu'un quand on a grandi comme ça dans l'ombre d'une personne qui a tout fait pour vous détruire. Et c'est ce parcours de deux frères comme ça qui vont prendre des chemins différents. C'est un roman qui parle, voilà, comme je vous le disais, de la rédemption, d'une rédemption impossible, mais qui parle aussi des cicatrices du passé qui ne se referment jamais. Et j'ai essayé de le raconter d'un point de vue individuel avec mes personnages, mais aussi le raconter finalement d'un point de vue de notre culture, à travers aussi peut-être notre société. Et je vais aller vous raconter un peu l'histoire de l'ex-Yougoslavie avec ses fantômes du passé qui se referment jamais. Donc moi j'aime bien quand un bouquin forme un tout et quand voilà, je sais que mes personnages je vais les aimer malgré leur noirceur, malgré leurs ténèbres, malgré leur complexité. Je sais que ma thématique elle va me porter et j'ose espérer quand j'écris que y aura un écho de l'autre côté du fil auprès de mes lecteurs. Voilà, je pense que c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez déjà le dénouement final avant même que votre roman soit débuté ou pendant le... Comme ça? Comment on fait? Je réponds et on repart? Oui. Hein? Allez, on fait au simple. Je vais répondre court. Donc en gros, oui, moi en tout cas pour moi, mais ça va être intéressant aussi pour vous parce qu'on a tous vraiment nos techniques différentes. Moi j'ai l'habitude d'écrire des romans un peu complexes, bien malgré moi. Je rêverais d'écrire des bouquins simples et en fait j'y arrive jamais. Et donc il est vrai, vu que j'ai plusieurs narrateurs, plusieurs temporalités, j'ai besoin d'avoir une forme de vision d'ensemble et j'aime savoir où je vais.
Maintenant, je me ménage quand même une part de liberté. Je n'ai pas envie de faire un bouquin trop mécanique, trop froid. Et donc, en gros, je laisse tout le temps respirer. J'écoute tout le temps mes personnages. Si un personnage a besoin de prendre plus de place, je le laisse venir. Si une situation a besoin de s'étendre, je le laisse faire. Et donc, voilà, je veux pas d'un roman trop figé. C'est ça le problème aussi quand on est dans le thriller, c'est on est tellement absorbé par notre mécanique qu'on peut oublier qu'un roman doit comment dire, palpiter, vibrer, et que voilà, c'est un organe qui doit se construire, quoi. C'est un peu comme Olivier, même si on est tous différents, qu'on a tous des méthodes différentes. Moi, c'est une trilogie. Et quand j'ai commencé à écrire La part du démon, je savais comment La mort dans l'âme allait se finir. Donc, j'avais un phare très loin, puisque pour y arriver, il fallait écrire 3 livres. Mais je savais comment le 3e allait se terminer. Mais après, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Il y a des auteurs qui partent sur une idée, un concept, et puis ils voient où les personnages les mènent. Moi, j'avais besoin de savoir où j'allais. Je savais du coup comment allait se finir La part du démon, je savais comment allait se finir le 2e, et je savais comment allait se finir le 3e avant de commencer. Parce que tout était réfléchi à ce niveau-là, au niveau de l'intrigue. Mais après, évidemment, qu'on cesse une liberté folle. Moi, je fais plein de digressions. Un matin, par exemple, j'étais en train d'écrire La part du démon. Un matin, j'ai une de mes plantes, je suis fan de plantes. J'ai une de mes plantes qui est malade, je l'arrose, je m'en occupe, je me mets à écrire. J'écris 10 pages sur un de mes personnages qui est chez lui et qui s'occupe de ses plantes. C'est là que vous avez lâché. Et je l'ai réduit après à 4 pages. Mais voilà. Et donc après, voilà, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, la magie de la création, de l'inspiration. Mais oui, je sais dès le départ qui est le tueur, je sais quel indice je vais donner, je sais les twists qu'il va y avoir. Et puis entre les deux, on se laisse une liberté. Il faut que rien soit gravé dans le marbre. Par exemple, quand je peux pas raconter la fin de Royaume des Cris, mais j'ai quand même changé la fin Au Royaume des Cris parce que je trouvais ça plus fort que ça se finisse comme ça plutôt qu'autrement. Et le final de La mort dans l'âme, j'étais partagé. Est-ce que voilà, ou est-ce que voilà, voilà, exactement. Mais et du coup, c'est le bon choix parce que les lecteurs sont bouleversés et ça marche. Alors que si c'était pas passé, si c'était une fin différente, peut-être que ça aurait été moins fort. Et après, c'est pareil. Faut lire tout pour être touché à ce moment-là. Le point culminant, c'est la fin du 3. Donc, fallait que je sache où j'allais de toute façon. C'était important. Pareil. Alors moi, je suis assez besogneuse, c'est-à-dire que je fais un plan de narration vraiment précis, et puis je travaille beaucoup le style et tout ça, donc je sais exactement où je vais. Et puis il m'est arrivé quand même une aventure sur la Faussaire qui a été. Donc je savais où j'allais. De toute façon, je suis le fait divers, donc et sur 20 ans, donc il n'y avait pas beaucoup d'imprévus. Sauf qu'à un moment, j'ai vu le dossier d'instruction. Et en étant face au dossier d'instruction, vous voyez, je prenais quand même pas mal de plaisir à raconter mon histoire et tout ça, mais c'était quand même un peu loin, quoi. J'avais perdu personne. Mais quand j'ai été face aux photos d'autopsie notamment et que j'ai vu le mort dont je parlais dans le livre, en photo, là, il s'est passé un choc qui a donné un rebondissement au livre, enfin, puis qui a donné en fait une deuxième partie. Donc, on peut avoir une idée très précise de ce qu'on va raconter, et puis finalement, le réel nous rattrape, et ça a donné toute une deuxième partie, tout un rebondissement. Alors moi, c'est l'inverse, en fait. Je pars avec juste une idée, et je m'oblige à ne pas faire de plan. Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit 8 livres, donc c'est il y a quelques années. J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais assez jeune, et pour moi, chaque investissement dans un livre, c'était vraiment, ça me coûtait de l'argent, quoi. Donc je voulais vraiment qu'il y ait le plaisir de la découverte et que je puisse jamais me douter quand je lisais un livre de ce qui allait se passer. Et donc j'essaye en tant que romancier de faire la même chose. Il faut que mes lecteurs soient surpris. Et si je sais pas où je vais, ils peuvent pas non plus savoir où je vais. Alors, c'est vrai qu'il faut être un petit peu désordonné dans sa tête pour fonctionner comme ça, mais ça marche bien. Je pense que le genre de l'espionnage y aide, parce que par définition, c'est un genre où il doit y avoir beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de techniques aussi. Donc, c'est ma manière de faire. Je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas si le héros va mourir ou pas mourir. Quand j'ai commencé ce livre, j'avais en tête l'idée de la méchante, puisque c'est une générale russe qui est l'adversaire de mon agent. Mais tous les personnages secondaires, il y en a beaucoup, je les ai construits au fur et à mesure du livre.
Et finalement, c'est agréable parce que moi, je m'amuse en fait en écrivant, puisque c'est vraiment une découverte permanente. Et pour les lecteurs, il y a ce côté page turner qui marche. Et d'ailleurs, je viens de vendre en fait ce matin les droits de ce livre à une grande major américaine pour faire un film. Et c'est intéressant, je suis assez content. Je suis assez content. Et justement, les deux personnes qui s'occupent qui ont lu le livre m'ont dit que ce qui leur avait plu, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas où j'allais. Et en fait, ça, donc, je me dis, ça, c'est comme une technique qui marche, ou une absence de technique qui marche. Alors justement, c'est marrant que vous parliez de ça, puisque ma prochaine question, c'était quand vous écrivez, quand vous avez l'idée de votre roman, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être adapté au cinéma? Alors, pour moi, c'est évident parce que en fait, j'ai d'abord des flashs, je vois les scènes et après je les écris. Donc c'est toujours visuel avant d'être écrit. Mais bon, là encore, c'est ma manière de faire. Alors, en fait, bizarrement, bon, là, je dis que j'ai déjà vendu 3 fois des livres à des acteurs américains. Alors, à chaque fois, j'ai reçu des chèques très sympathiques, mais les films ne se sont jamais faits. Maintenant, je signe des contrats où s'ils font pas le film dans 3 ans, je touche le double pour les motiver et me récompenser de ma. Mais c'est vrai que voilà, cette méthodologie visuelle, elle attire le monde du cinéma de manière évidente. Alors, comme Mathieu, tu as fait une formation de cinéma, c'est ça? Oui, alors moi, une école un peu plus petite, moi prestigieuse, mais pareil. Donc, je construis le livre, j'allais dire le film, de manière très visuelle. Ce sont vraiment des scènes que j'imagine, que je vois et que j'entends aussi. Et les droits de La Faussaire sont achetés également pour être une adaptation en série, cette fois-ci. Merci. Non, même pas. J'ai vendu les droits. Mais moi, je viens aussi du milieu du cinéma et j'ai une écriture aussi très visuelle parce que je suis scénariste et donc voilà, voilà, c'est un défaut professionnel. Mais ouais, mes livres sont très visuels et du coup, ça a attiré les producteurs et la part du démon a été vendue à un producteur de chez Media One et je suis en train de développer le scénario avec un ami co-scénariste. On est 2 à écrire et ça sera une série 6 x 52 minutes. Voilà, on est en train d'écrire. C'est génial. Ce qui est très rassurant, c'est de voir que tous ces auteurs qui signent des deals et tu sais que 90% ne seront jamais faits. C'est un peu inquiétant quand tu es en salon comme ça, que tu discutes avec tous les auteurs et que tu es trop fier de dire ouais, je viens de signer une option et moi aussi, et t'as le mec tout au fond de la salle, moi aussi j'ai signé une option. Mais en tout cas non, c'est prometteur et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vif intérêt en ce moment avec les plateformes pour le polar et le thriller qui sont porteurs. Et donc quand je dis polar thriller, j'englobe tous les genres, hein, évidemment l'espionnage. Et donc il y a un intérêt et on a un âge d'or, je pense, aujourd'hui. Surtout avec la grève des scénaristes américains. Mais on a un vrai âge d'or, qu'elle dure 2 ans. On a un vrai âge d'or parce qu'il y a une vraie demande de contenu, il y a un vrai intérêt pour le polar et le thriller. Pour répondre pour ma petite paroisse, oui, moi je pense que je revendique une écriture cinématographique. Je suis héritier d'une vraie culture. Enfin, moi je suis un fan de cinéma. J'ai fait des études de cinéma aussi. Donc je crois qu'on a tous un gros problème avec ça, il faut qu'on le règle. Et du coup, moi je trouve ça plutôt... je prends ça comme un compliment quand d'électricité lecteurs me disent voilà, vous avez une écriture cinématographique, j'ai eu l'impression de vivre les scènes, ça me va très bien. En tant qu'auteur, moi j'aime bien m'effacer un maximum, ne pas trop me regarder écrire, en tout cas je l'espère. Et quant à Roche de Sang, moi aussi je suis en voie de signer... Non, mais en tout cas, oui, il y a un intérêt, il y a des discussions, il n'y a rien de signé, moi, à mon niveau. Mais j'espère, c'est un rêve de gosse dans la vie. On a toujours une liste de choses qu'on aimerait cocher dans sa vie. Écrire un livre, ça en faisait partie. Et arriver un jour sur un plateau et voir un de ces décors et ces personnages prendre vie incarnés par des acteurs, trahis aussi par un réalisateur, une réalisatrice. Ouais, ça doit être assez génial. Donc... comme dirait l'autre, Inch'Allah. Notre ami Alexis Lebsker, son roman Le Mangeur d'âme vient d'être adapté. Il était sur le tournage et justement il parlait de cette trahison parce qu'il y a un acteur, il ne le voyait pas du tout comme son personnage. Mais voilà, évidemment, il est ravi, Alexis. Ça sera un film. Moi aussi, il y a toute une partie de La Faussaire qui se passe, qui est un procès. Et le scénariste m'a dit non, mais ça marche pas du tout en France, les procès. Donc il n'y aura plus de procès.
Alors, le genre polar, thriller peut être vraiment un genre qui est assez violent. Comment vous arrivez à vous imprégner de tant de violence, des crimes, d'esprits torturés, sans être affecté, ou alors vous l'êtes peut-être? D'abord, on vit dans des sociétés violentes, donc je pense que tout le monde la ressent et la subit. Après, il faut que cette violence, elle serve à quelque chose. C'est-à-dire que si elle est juste là dans le livre, sans raison, ça devient un peu voyeuriste et désagréable. Après, chacun a sa manière de l'exprimer. Moi, c'est de la violence, entre guillemets, d'État. Je prends le cas de ma personnage, ma méchante, la générale Olga Renevskaya. On voit tout au long du livre qu'elle est absolument sans pitié et qu'elle est l'émanation de l'État russe dans ce qu'il a de plus violent. Mais on ne peut pas la considérer comme quelqu'un intrinsèquement de mauvais. Elle fait juste son travail avec la détermination d'une femme très, très forte. Les sentiments ne rentrent pas en ligne de compte. Donc tout ce qu'elle va engendrer va être effectivement horriblement dur. Et moi, j'en ai vu d'ailleurs les conséquences en Ukraine en rencontrant des gens qui avaient subi cette violence russe à Irpin ou à Boutcha. Mais à la fin, c'est un personnage dont on comprend les raisons. Je pense que quand on est sur de la violence un peu idiote, un peu bête, c'est différent. Alors moi, j'ai mal joué pour la faussaire parce que j'ai évacué le crime. D'ailleurs, mon éditrice m'a dit, non mais tu tues vraiment très très mal. Alors j'ai téléphoné à un copain médecin, je lui ai dit, bon, il faut que je tue mon héros, donc comment on fait? Alors il a été sympa, il m'a expliqué et j'ai expédié ça en 1 page. Donc la violence, je m'en suis... C'est surtout une violence psychologique, mais qui est quand même marquante et qui est quand même... Enfin, c'est vrai qu'à la fin de la journée, quelquefois. Donc, je regarde l'émission la plus ringarde du PAF, m'a-t-on dit. C'est n'oubliez pas les paroles, un karaoké où tout le monde chante. Et on m'a dit, voilà, parce qu'alors après, je vois des gens heureux et des gens qui chantent de la chanson française et tout ça. Donc, je chante avec eux. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est con cette émission? Moi, très bien. Et j'ai découvert, un jour, on était en avance à une conférence avec Jaénada. Et on commence à chanter. Je lui dis, bah, tu chantes? Il me dit, bah, toi aussi, tu chantes? Bah, je lui dis, oui, on chante. Il regardait aussi. N'oubliez pas les paroles pour décompresser après avoir écrit des horreurs. La violence. Moi, je suis comme Cédric. Il faut que la violence soit motivée. Si elle est motivée... ça passe. Je suis pas pour les grandes scènes sanguinolentes, graphiques. Même si dans mes romans il y a des crimes sordides, ils sont motivés de toute façon. Mais la violence, elle est plus psychologique, je pense, chez moi, parce que je suis très concentré sur les personnages et du coup il y a cette violence psychologique, leur fêlure, leur drame, l'influence qu'ils ont sur leur présent. C'est plus une violence psychologique que graphique. Voilà. Je suis totalement d'accord avec mes camarades. En tant que lecteur pur, j'ai parfois eu du mal avec... Je trouve qu'on a un travers et on a une responsabilité en tant qu'auteur de thriller d'avoir une forme d'acharnement dans le macabre, une forme de complaisance dans l'horreur. Je sais que certains lecteurs aiment ça parce que je pense qu'il y a un côté cathartique, ça doit faire du bien de lire des choses horribles. Mais moi, en tant que lecteur, personnellement... Il y a des auteurs que j'ai pu lire où vraiment je me suis échappé, enfin j'ai perdu un livre parce que je me disais, il y avait ce côté, qu'est-ce que j'ai pas pu inventer comme scène horrible d'assassinat. Donc il y a ce côté, cette surenchère, tout a tellement été écrit, raconté, que les auteurs aujourd'hui se disent, qu'est-ce que j'ai pas inventé? Alors je vais faire un truc où je plonge quelqu'un dans un bain d'acide, en même temps il est filmé dans une grotte, comme ça il se voit mourir, et je fais ça sur 15 pages. Et en effet, je trouve que si c'est pas justifié, si ça n'apporte rien au récit, il y a une forme de complaisance qui, moi, me gêne, en tout cas, parce que je pense que tout ce qu'on raconte a un impact, et il faut qu'une scène, si elle est dure, elle est violente, il faut qu'elle ait un intérêt psychologique pour les personnages, pour les lecteurs, et que ça soit pas gratuit. Donc voilà, moi, perso, j'ai du mal aussi avec cette violence gratuite qu'on peut parfois avoir, c'est un travers, qu'on peut parfois avoir, c'est un travers, de notre littérature. Par contre, l'autre pan de la question qui était un petit peu, est-ce que des personnages vous poursuivent ou des scènes dures vous poursuivent? Oui. Donc moi, j'ai pas ton émission. Il est vrai qu'on en parlait tout à l'heure quand on buvait un petit verre. Tu as écrit un personnage très difficile. Tu étais là. Et c'est vrai que parfois des personnages vous poursuivent parce qu'on a des personnages qui sont d'une forme de noirceur, de complexité, d'ambiguïté.
Et c'est des personnages qui sont pas faciles à raconter. J'imagine ta générale russe aussi est pas facile à raconter. Et ils nous poursuivent un petit peu. Et donc c'est pas facile de revenir dans la vie réelle. Voilà, il faut parfois un petit sas de décompression parce que c'est des personnages, voilà, qui sont difficiles, quoi. Alors, est-ce que vous êtes déjà en train de construire votre prochain roman? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Bonsoir. Moi, oui, bien sûr. Là, je suis déjà au tiers de mon prochain projet, qui sera un roman indépendant, un peu comme Roche de Sang. C'est-à-dire, c'est un roman qui se suffit à lui-même, et j'aime bien cette idée parce que ça me permet d'aller loin dans ce que je veux raconter, de mettre en danger mes personnages, de ne pas avoir d'attache aussi. Et puis surtout, j'aime aussi l'idée de raconter un cheminement psychologique de mes personnages, ils vont avoir un parcours que je suis pas obligé de tirer comme ça, d'étirer sur des tomes et des tomes. Et donc ça sera un roman qui se passera encore en France, peut-être mon roman plus social, donc on verra. Je suis dessus. Ah oui. Oui, bah donc après la trilogie du démon, je démarre un nouveau cycle. Donc là, je travaille sur un unitaire. C'est ma trilogie américaine. Je travaille sur un unitaire. Il y aura quand même une passerelle avec la trilogie parce que j'aime bien créer un univers où tous les livres auront un lien les uns avec les autres. Ce sera plus un thriller qu'un polar, dans le sens où il n'y aura pas de personnage de flic. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a vécu un traumatisme dans sa vie professionnelle et qui va s'exiler à Belle-Île-en-Mer, qui est un endroit où je vis un tiers de l'année, que j'adore. Et donc ça va se passer entre Belle-Île et la région parisienne. Et à Belle-Île, elle va recevoir un coup de fil de son père qui va lui apprendre que sa sœur aînée a été retrouvée morte, suicidée, mais elle ne va pas croire à ce suicide, et donc elle va se lancer dans une enquête personnelle, et ça va être absolument horrible. Mais voilà, c'est plus un thriller qu'un polar, et peut-être qu'après je reviendrai à une autre histoire avec Almeida et Esperanza, on ne sait pas. Alors, moi, mon manuscrit, l'éditeur l'a accepté. Belfond. Non, pas du tout, absolument pas. Il publie 15 romans noirs par an. Alors, vous voyez, il faut être vraiment... faut bien bosser quand même. Alors, moi, je reprends l'affaire Ranucci, l'affaire du pullover rouge, parce que ce que j'ai trouvé passionnant dans cette histoire, c'est que ce jeune homme a été un des derniers condamnés à mort exécuté en France. Il a été jugé en 2 jours. Aujourd'hui, ça prendrait au moins une semaine. Il pourrait faire appel. Là, il n'a pas pu faire appel. Dans les années 70, Gilles Perrault a publié Le pullover rouge et tout le monde a été persuadé que Ranucci était innocent. Ensuite, des flics, enfin on refait l'enquête et il apparaît qu'il était coupable. Mais moi ce qui m'a intéressé là, c'est la relation mère-fils, un duo de folie, où la mère qui ne pouvait pas supporter que l'idée, elle était nounou, et qui ne pouvait pas supporter l'idée que son fils était un pédocriminel, elle l'a vraiment poussé dans une ligne de défense complètement folle. Donc je reprends toute cette histoire. Et aussi, j'interroge la pédophilie. Est-ce que c'est une maladie? Et j'en fais un pédophile abstinent, c'est-à-dire quelqu'un qui essayait de se retenir, mais c'est traité un peu comme une addiction. Et bref, je parle un peu, certains passages, je parle à la première personne. Enfin, ouais, voilà. Donc, je suis ce type. Et voilà, auquel on... Enfin voilà, bon bref, c'est quand même un sujet un peu dur. Là, je regarde N'oubliez pas les paroles, même en replay, là, en ce moment. Eh bien, moi aussi, comme tous les auteurs, on a toujours des livres en tête et on a envie de les offrir aux lecteurs. Moi, je reviens à l'origine du Covid, puisqu'en fait, j'essaie de réconcilier des sujets internationaux et puis des histoires d'espionnage. C'est une histoire intéressante parce qu'aujourd'hui, on a des preuves assez tangibles qu'à Wuhan, il y a une jeune stagiaire qui était dans un des 2 laboratoires qui a disparu. On n'a jamais retrouvé sa trace. Les Chinois ont tout fait pour effacer la trace de son existence, mais on a trouvé
des copies d'écran d'ordinateur qui montrent qu'elle était bien là encore en janvier 20 quand tout est arrivé. Et donc j'essaye de la mettre en scène puisqu'elle aurait dans le livre trouvé les explications du Covid. Évidemment, les Chinois essayent de la faire à terre et les Occidentaux vont essayer de la trouver. Donc ça va être une course-poursuite. C'est compliqué parce que la Chine, c'est devenu une dictature absolue, une dictature technique. En fait, c'est la première dictature technologique et c'est effrayant puisqu'en fait, dans à peu près partout, vous êtes suivi par des caméras qui vous reconnaissent. On peut vous attribuer des notes sociales, vous punir quand vous... et donc votre visage apparaît à l'écran avec des notes sociales. Donc sauf que là, c'est la réalité. Et c'est compliqué du coup de faire intervenir des agents secrets dans un environnement qui soit aussi contrôlé, surtout quand vous êtes occidental en Chine. Donc ça va être intéressant. Voilà, je suis dessus, mais ça va me prendre un peu de temps pour finir ce livre. Merci beaucoup, c'est vraiment de très belle actualité pour tous. On est un petit peu pressé par le temps, surtout pour Cédric qui doit nous quitter un petit peu plus tôt que vous autres. On va finir cette rencontre un peu différemment. On va faire un portrait chinois. Est-ce que ça vous dit? Bon. Alors, on va commencer par donc Cédric à le micro. Si vous étiez un personnage de polar. Laissez-moi réfléchir, je ne sais pas répondre comme ça. Pas de souci. Alors j'ai... Ou alors peut-être pas polar, mais un personnage de littérature. Allons-y. Un personnage de polar. Ou de littérature. Moi, je suis Lisbeth Salander. Je suis Lisbeth Salander direct. Millennium. Mais direct. Moi, je serais Patrick Kenzie des romans de Dennis Lane, parce que c'est vraiment... on parlait beaucoup de personnages, d'humanité, et j'ai adoré les premiers romans de Dennis Lane, Un dernier verre avant la guerre, Ténèbres, prenez-moi par la main, qui raconte l'histoire de deux détectives, Kenzie et Gennaro, et qui sont faillibles, qui sont humains, qui sont fragiles, qui se cassent la gueule, qui se trompent, qui se prennent des nions et des pains dans la tronche. Et c'est un personnage qui m'a bouleversé, avec Angie Gennaro, qui est donc le pendant féminin. Voilà. Ah, moi, ce serait Laetitia. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre absolument génial. Le nom m'échappe, mais c'est une jeune fille qui avait une jumelle, qui était dans une famille d'accueil, qui a été assassinée. Et peu à peu, il y a un sociologue, l'auteur est un sociologue, mais est-ce que plus personne ne peut m'aider? Ça s'appelle Laetitia. C'était... je demande, mais non, mais moi-même, je me souviens plus de l'auteur. Jablonka, merci, voilà. Jablonka, merci. C'est une enquête absolument passionnante sur une victime. Donc, je serai Laetitia. Alors, la deuxième question, c'est quoi? Pas d'inspiration? Non, je sais ou pas. Alors un personnage de littérature? Non, ou... c'est non. bon. Alors, si vous étiez... Alors, peut-être que la prochaine sera plus compliquée. Si vous étiez un roman policier ou un roman classique. Oui, on va partir sur le général. Alors, ce serait un livre de Lieberman et ce serait Nécropolis, qui, encore une fois, pour moi, est le plus grand livre de littérature policière qui a été écrit, parce qu'en fait, c'est un livre de littérature. En fait, notre problème à tous, les autres policiers, c'est qu'il y a la technique littéraire qui consiste à donner envie de tourner les pages, mais la qualité littéraire elle-même, elle n'est pas primordiale. Ça nous permet, d'ailleurs, en tout cas pour moi, qui n'est pas d'exister. Mais ce livre-là, il est à la fois un livre de grande littérature et un extraordinaire roman thriller. Donc voilà, ce serait pour moi un grand honneur d'être ça. Alors moi, ce serait sans doute La femme gauchère de Peter Hanke. Voilà, une femme qui a un peu de mal à trouver sa place et que son fils observe. C'est excellent. Moi, si je devais être un roman, ça serait pas un polar. Je serais Le démon de Hubert Selby Jr., qui est une sorte de roman de chevet. C'est le roman que j'offre le plus à mes amis. C'est une histoire très simple. On suit Harry, qui est un jeune youpi à New York. Il bosse à Wall Street. Il est marié. Il a des enfants. Et puis il sent quelque chose en lui, le démon qui va le ronger petit à petit. Et il roule sur l'or. Sa vie, c'est un peu le loup de Wall Street, mais il va partir en sucette. Il va vriller.
Il va commencer à voler dans des magasins, alors que c'est pas spécialement utile pour lui, mais juste pour l'adrénaline au moment de la sortie. Puis il va suivre des inconnus dans la rue, sans vraiment savoir voilà, ce qu'il va faire ensuite. Puis il finit par tromper sa femme, puis il finit par devenir un criminel. Et c'est toute cette descente aux enfers, ce démon qui est en lui et qu'il n'arrive pas à maîtriser, et puis l'écriture d'Hubert Selby Jr., vraiment très organique, qui est magnifique, poétique. C'est lui qui avait écrit Requiem for a Dream, qui avait été adapté par Darren Aronofsky en 2000. Et c'est un de mes auteurs préférés. Et Le Démon, c'est mon livre préféré de cet auteur-là. Oui, oui. Alors, question impossible. Du coup, je vais répondre avec 2 livres, mais qui racontent peut-être un peu la même chose. C'est que si je devais être un livre, hein, c'est ça? Ouais. Bon, moi, je serais La vie devant soi de Romain Gary et 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, parce que je trouve ces 2 livres de liberté pure. Romain Gary, quand il écrit La vie devant soi, il a tout, et il se réinvente en tant qu'Émile Ajar. Il écrit une histoire dans la peau d'un gamin, fils de pute, on peut le dire, puisque c'est l'histoire, c'est un fils de prostituée, qui vit dans une maison avec une dame qui s'occupe de tous ces gamins. Et il écrit comme jamais personne n'aurait pu écrire la voix d'un enfant, et c'est éblouissant de voir un cinquantenaire qui a tout, qui a toutes les récompenses, qui se réinvente comme ça. C'est un livre d'une beauté pure, comme je vous le disais, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, j'aime les auteurs voilà, qui vont à l'essence, et ça me touche beaucoup. 100 ans de solitude, pourquoi? Parce que c'est le livre de toutes les libertés, c'est à la fois une saga familiale, c'est une prose hyper poétique, on part dans le surréalisme. Je trouve que c'est un roman qui pourrait m'accompagner sur une île, parce que je pense que c'est un roman qu'on ne peut cesser de relire, et en y découvrant de nouvelles strates, des nouvelles choses. C'est un livre somme où il y a tout, toute la littérature dedans. Donc voilà, les 2 me vont bien. Et on va terminer. Je pense que celle-là, ça va être la plus compliquée. Si vous étiez une arme de crime. Je vais faire original. Tiens. Je me suis noyé en Australie en 2017, donc je serai l'eau pour noyer. C'est horrible. C'est le pire. Et ben moi, ce serait du poison, parce que le poison, c'est l'arme des femmes. On sait bien que quand les femmes assassins utilisent toujours le poison, parce que c'est une arme qui n'est pas violente en absolu, mais qui provoque la mort, et qui, avant de tuer, généralement endort. Donc finalement, elle permet d'avoir une mort douce. Et je trouve que si je devais mourir, en tout cas, je trouve que ce serait la façon de mort violente la moins désagréable. Voilà, surtout si c'était une femme qui provoquait ça. Bon, alors, j'ai vu qu'il y avait un nouveau délit qui consiste, alors c'est bien tordu, c'est bien pervers, ça consiste à amener quelqu'un à se suicider. Vous avez vu à quel point c'est... Voilà. Donc, ce serait ça. Terrible, hein? Pire que le poison. Alors là, je vais faire comme Cédric tout à l'heure, je sèche un petit peu. Une arme... Peut-être c'est très simple, mais peut-être le couteau, parce que toute la symbolique qu'il y a autour du couteau... qui m'intéresse. En fait, je réalise, parce que j'essaye de réfléchir à mes livres, et en tout cas, dans Roche de sang, le couteau a une place à part et devient quasiment une sorte d'objet comme ça, clé, qui sous-tend le récit. Donc, si je dois en m'en tenir à mon actualité, oui, ça serait le couteau. Ouais. Merci beaucoup à vous pour cette très très belle rencontre. Je pense que vous pouvez les applaudir bien fort. Donc, tous les livres sont en caisse. Vous pouvez les acheter. Vous pouvez faire signer si vous en avez sur vous. Sachez que, surtout, Cédric Banel a un impératif d'heure. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le voir en premier. On a le temps quand même? Une ou deux... Alors, est-ce que... Oui, allez. Une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Ils osent pas. Quels sont vos classiques de polar
Ouais, j'avais des Shutter Island, Millennium, la trilogie Millennium, Shutter Island. C'est déjà pas mal. Des classiques. Alors, polar, bon, j'ai répondu sur l'espionnage. Sur le polar, je te recommande un auteur qui s'appelle Ed McBain. C'est le scénariste des Oiseaux. Et il a écrit une centaine de livres. Il n'est pas tellement connu en France. Ses livres sont extraordinaires parce qu'en fait, il imagine un commissariat de police qui s'appelle le 87e Precinct. Et au lieu d'avoir un héros, il a une galaxie de héros, parce qu'en fait, c'est une unité complète qu'on va vivre avec des gens sympathiques, d'autres qui le sont moins. Mais on s'attache à tous les personnages avec leurs défauts, leurs qualités. Et il a une écriture qui est, comme tu le disais tout à l'heure, Olivier, très, très, très efficace. Donc voilà, pour quelqu'un qui a envie d'avoir du polar un peu classique, ce serait vraiment ma recommandation. Et, alors peut-être pas les 10 premiers livres qui sont un peu années 50, mais à partir du 11e, on rentre dans les années fin des années 60, début des années 70, et là on y est. Voilà. Alors moi, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Lionel Shriver. Elle a notamment écrit « Il faut qu'on parle de Kevin ». Alors elle en a écrit d'autres plus récemment que j'aime un petit peu moins, mais il faut qu'on parle de Kevin est absolument génial parce que c'est une mère qui se rend compte qu'elle a un fils, qu'elle a un bébé, enfin quasiment un bébé, un tout petit enfant, déjà psychopathe. Et son mari, elle en parle à son mari qui lui dit mais enfin t'es folle, c'est pas possible, c'est toi la mauvaise mère. Et donc elle va se débattre avec cet enfant qui grandit et qui devient terrible. Je trouve cette histoire magistrale, c'est remarquablement construit, c'est extraordinaire et la fin est très belle. Merci Patricia, je viens de noter. Ça fait trop longtemps que non mais ça, tu sais, il y a des livres dans la vie, c'est des rencontres, c'est-à-dire ce livre, il me tourne autour depuis tellement longtemps qu'il faut que je le lise, quoi, c'est pas possible. Bref, bah oui, bah évidemment, tu prêches pour ta paroisse, je te connais. Moi, je dirais pareil, parce qu'on a déjà un peu répondu tout à l'heure, donc j'irai sur d'autres horizons. Il y a un auteur aussi que je trouve assez méconnu en France et qui est pourtant un grand monsieur qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Jean-Claude Izzo, qui a écrit une trilogie, la trilogie marseillaise, Total Chaos, Chourmeau et Soléa, donc 3 romans qui avaient été, laborieusement adaptés en téléfilm avec Alain Delon, à oublier. Ces 3 romans, voilà, qui racontent l'histoire d'un flic marseillais, mais qui racontent aussi beaucoup les laissés pour compte, les déshérités. C'est surtout une écriture éblouissante, quoi, qui est vraiment qui est une perte terrible pour la littérature française, parce qu'il est parti il y a quelques années. Et si tu aimes, je me permets de te tutoyer, parce que tu as l'air jeune, si tu aimes cet auteur, pourquoi je te tutoierai, c'est vrai. Je vais te vous voyer alors quand même. Donc je te vous vois. Et si jamais tu l'aimes, cet auteur, il a écrit un livre qui s'appelle Le Soleil des Mourants. Rien que le titre déjà, ça suffit. Qui raconte une histoire un petit peu polar, mais du point de vue des déshérités, des laissés pour compte, des sans-abri de Marseille, et c'est un livre aussi merveilleux. Et c'est un auteur qui mériterait d'être un peu plus mis en avant. Donc voilà. Merci beaucoup. On va passer aux dédicaces. Alors, sachez que comme Cédric doit partir un petit peu plus tôt, on va faire ceux qui ont les livres de Cédric, surtout, voilà, n'hésitez pas à aller vers lui en premier. Merci d'être venu. Merci beaucoup.